Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne où je te propose des histoires apaisantes et captivantes pour t'accompagner vers un sommeil serein. Si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits fascinants. Alors, installe-toi confortablement, laisse les bruits du jour s'évanouir doucement et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. Dans le sud de la France, près d'un village provençal dont le nom s'efface peu à peu des cartes routières, se dresse une maison de pierre qui a vu passer 4 générations de la famille Vallier. C'est une demeure modeste mais solide, avec ses volets bleus délavés par le soleil et ses murs épais qui gardent la fraîcheur même aux heures les plus chaudes de l'été. Le jardin qui l'entoure a connu des jours meilleurs. Autrefois soigné avec amour par la grand-mère, puis par la mère, il est maintenant retourné à une semi-sauvagerie, envahi par les herbes folles et les ronces qui grimpent le long des vieux murs de pierre sèche. Et tout au fond de ce jardin oublié, presque caché par un figuier centenaire dont les branches retombent comme un rideau végétal, se trouve un puits. Un vieux puits de pierre, asséché depuis au moins 50 ans, que plus personne n'utilise ni même ne regarde. Son ouverture circulaire est protégée par une grille métallique rouillée, installée il y a longtemps par prudence, pour éviter qu'un enfant ne tombe dans les profondeurs sombres. Martin Vallier avait 47 ans lorsqu'il hérita de la maison familiale. Il vivait à Lyon depuis 25 ans, travaillant comme ingénieur dans une entreprise d'électronique, menant une vie urbaine bien ordonnée. La mort de sa mère, la dernière habitante de la vieille maison, le força à revenir dans ce village qu'il avait fui dès qu'il en avait eu l'occasion. Il n'avait pas prévu de rester, juste le temps de vider la maison, de trier les affaires accumulées sur des décennies, de mettre la propriété en vente. 1 mois tout au plus, s'était-il dit. Il s'installa dans son ancienne chambre d'enfant, celle du premier étage qui donnait sur le jardin, et au-delà, sur les collines couvertes de lavande qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Ce fut la première nuit qu'il l'entendit. Un bruit sourd, lointain, comme un écho qui remonterait des profondeurs de la terre. Pas assez fort pour le réveiller complètement, mais suffisant pour s'insinuer dans ses rêves, créant une atmosphère étrange et mélancolique. Au matin, Martin l'avait presque oublié. Il attribua le son aux vieilles canalisations de la maison, au vent dans la cheminée, au craquement naturel d'une bâtisse ancienne qui se refroidit après la chaleur du jour. Mais la deuxième nuit, le bruit revint, plus distinct cette fois, et il semblait venir du jardin. Martin se leva et s'approcha de la fenêtre, le jardin baigné dans la lumière argentée de la lune presque pleine, tout était immobile, silencieux. Puis, au moment où il allait retourner se coucher, il l'entendit de nouveau. Un son grave et creux, comme si quelque chose respirait lentement dans les entrailles de la terre. Il descendit, enfila ses chaussures et sortit dans le jardin nocturne. L'air était frais, chargé du parfum des herbes sauvages et du jasmin qui grimpait le long du mur de la maison. Il suivit le son jusqu'à ce qu'il se retrouve devant le vieux puits. Le bruit venait de là, aucun doute possible. Martin s'agenouilla sur les pierres usées qui entouraient l'ouverture et scruta à travers la grille. Dans l'obscurité, il ne voyait rien, mais il entendait. Ce souffle profond, régulier, comme une respiration lente et ancienne. Cela n'avait aucun sens. Le puits était asséché depuis au moins 50 ans. Il n'y avait pas d'eau souterraine qui pourrait créer un tel son. Pas de cavité qui pourrait amplifier le vent de cette manière. Martin retourna se coucher, troublé mais trop fatigué pour investiguer davantage. Il s'endormit en se promettant d'examiner le puits à la lumière du jour. Le lendemain matin, armé d'une lampe torche, Martin inspecta le puits. La grille était solidement fixée, couverte de rouille et de toiles d'araignée. À travers les barreaux, le faisceau de sa lampe révéla un fond rocheux, sec comme l'avait toujours décrit sa famille. Des pierres, de la terre dure, quelques racines du figuier qui descendaient le long des murs de pierre sèche. Rien qui puisse expliquer le son nocturne. Les nuits suivantes, le bruit continua, et chaque soir, il changeait subtilement. Ce qui avait commencé comme un simple souffle devenait progressivement plus complexe.
Martin distinguait maintenant des variations, des modulations qui ressemblaient presque à des mots. La 5e nuit, assis dans le jardin près du puits, une couverture sur les épaules contre la fraîcheur, il écouta attentivement. Et cette fois, il entendit clairement un murmure. Des mots incompréhensibles d'abord, comme une langue oubliée ou une conversation trop lointaine pour être saisie, puis graduellement, les sons se précisèrent. C'était une voix, jeune, hésitante, et avec un frisson qui lui parcourut l'échine, Martin réalisa que cette voix lui était familière. C'était sa propre voix, mais telle qu'elle était il y a 30 ans, quand il avait 16 ou 17 ans. Cette inflexion particulière, légèrement aiguë qu'il avait perdue en vieillissant. Cette manière de parler, à la fois assurée et incertaine, caractéristique de l'adolescence. Le murmure disait « Je ne veux pas rester ici ». Martin se leva brusquement, reculant du puits comme s'il l'avait brûlé. Son cœur battait fort dans sa poitrine. C'était impossible, complètement impossible. Mais la voix continuait, montant des profondeurs comme un souvenir qui refusait de rester enterré. « Je veux partir, loin, je ne reviendrai pas. » Et Martin se souvenait. Il se souvenait n'avoir dit exactement ces mots il y a 30 années, debout à cet endroit précis, furieux après une dispute avec son père qui voulait qu'il reprenne l'exploitation agricole familiale. Il avait crié ces mots dans le puits comme un serment, comme une malédiction. Puis il était parti à Lyon dès qu'il avait obtenu son diplôme et il avait tenu sa promesse. Il n'est jamais revenu, sauf pour de brèves visites obligatoires, toujours trop courtes, toujours teintées de malaise. Maintenant, 30 ans plus tard, ces mots remontaient, comme si le puits les avait gardés précieusement, attendant le bon moment pour les lui renvoyer. Les nuits suivantes furent une descente troublante dans son propre passé. Chaque soir, la voix devenait plus claire, plus insistante, et elle ne disait plus seulement des mots de colère. « Maman, je suis désolée, je sais que tu es fatiguée. » Cette phrase, murmurée par sa voix d'enfant, rappela à Martin un souvenir enfoui. Sa mère, épuisée après une journée de travail au champ, s'écroulant presque sur une chaise de la cuisine. Lui, peut-être 10 ans, qui voulait la réconforter mais ne savait pas comment. Il était venu au puits et avait murmuré ses excuses à l'eau sombre, comme si confier ses sentiments au puits était plus facile que de les dire directement. « Papa, pourquoi tu ne me comprends jamais ?» Cet appel désespéré d'un adolescent qui se sentait étranger dans sa propre famille. Martin se souvenait de cette période difficile, des incompréhensions constantes avec son père, un homme de la terre qui ne comprenait pas les rêves urbains de son fils. « Grand-père, raconte-moi encore l'histoire du village. » La voix enfantine, pleine de tendresse. Son grand-père, mort quand Martin avait 12 ans, qui racontait des histoires du vieux temps assis sur le rebord du puits pendant les soirées d'été. Martin avait oublié ses mamans, ou plutôt, il les avait délibérément enfouies avec tout le reste de son passé provençal. Nuit après nuit, le puits restituait des fragments de qui il avait été, des joies, des peines, des peurs, des espoirs, toutes ces émotions qu'il avait confiées au puits pendant son enfance et son adolescence, croyant qu'elles y disparaîtraient, s'effaceraient avec le temps. Mais rien ne disparaissait vraiment, tout restait là, dans les profondeurs, attendant. Martin commença à passer ses soirées près du puits, écoutant. Au début, c'était perturbant, presque douloureux. Entendre son propre passé remonter ainsi le forçait à confronter des choses qu'il avait passé des décennies à éviter. Mais progressivement, quelque chose changea. L'écoute devint moins une épreuve qu'une forme de réconciliation. Ces voix du passé n'étaient pas des accusations, c'étaient simplement des échos de qui il avait été, des parties de lui qu'il avait laissées derrière en construisant sa vie d'adulte. Il se souvenait maintenant de tant de choses, les matins où il aidait sa mère au potager, les après-midi d'été passés à explorer les collines avec son chien, les soirées où toute la famille se rassemblait sur la terrasse pour dîner sous les étoiles. Il avait tout quitté avec tant d'empressement,
si déterminé à échapper à ce qu'il percevait comme une vie étriquée et limitée. Mais en fuyant, il avait aussi abandonné des choses précieuses, des connexions, des racines, des parties de lui-même qu'il ne retrouverait jamais complètement. Un mois s'était écoulé depuis son arrivée. Martin n'avait toujours pas mis la maison en vente. Il avait commencé à ranger, certes, mais lentement, avec une attention nouvelle aux objets et aux souvenirs qu'il portait. Il avait même commencé à s'occuper du jardin, coupant les ronces, dégageant les anciens massifs de lavande, taillant le figuier avec précaution. Et chaque soir, il venait écouter le puits. Puis, une nuit de pleine lune, la voix dit quelque chose de différent. « Tu peux rentrer maintenant. » Ce n'était plus sa voix d'enfant ou d'adolescent, c'était sa voix actuelle, mais plus douce, plus apaisée, comme si toutes les versions de lui-même qui habitaient le puits s'étaient fondues en une seule, réconciliées. « Tu peux rentrer, » répéta la voix, « pas fuir, pas revenir par obligation, mais rentrer vraiment, chez toi. » Martin sentit les larmes monter à ses yeux. Il comprenait maintenant. Le puits n'avait pas gardé ses souvenirs pour le tourmenter, il les avait préservés pour qu'un jour, quand Martin serait prêt, il puisse les retrouver, se retrouver. Le lendemain matin, Martin prit une décision. Il appela son employeur à Lyon et demanda une rupture conventionnelle. Il contacta son propriétaire et donna son préavis. Il commença à organiser son déménagement définitif vers la maison familiale. Ce ne serait pas facile. Il devrait trouver du travail dans la région, reconstruire une vie sociale, s'adapter à un rythme complètement différent. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il faisait le bon choix, pas par obligation, pas par fuite, mais par désir authentique. La nuit suivante, Martin vint au puits comme d'habitude. Il s'assit sur le rebord de pierre, attendant d'entendre les voix du passé. Mais cette fois, il n'y eut que le silence. Un silence complet, absolu. Même le souffle profond qui était constant pendant toutes ces semaines avait disparu. Martin se pencha au-dessus de la grille et scruta les profondeurs avec sa lampe torche. Le fond du puits était exactement comme il l'avait toujours été, sec, rocheux, vide. Rien n'avait changé physiquement, et pourtant tout était différent. Le puits avait délivré son message, il avait restitué ce qu'il avait gardé. Maintenant, ses souvenirs, ses émotions, ces fragments du passé n'habitaient plus les profondeurs sombres du puits. Ils habitaient Martin, dans sa mémoire consciente, reconnue, acceptée. Il se leva et retourna vers la maison, mais quelque chose le fit arrêter. Un écho, faible, presque imperceptible, mais pas venant du puits, venant de l'intérieur de lui-même. Les voix étaient toujours là, mais elles ne venaient plus d'un endroit extérieur qu'il pouvait éviter ou ignorer. Elle faisait maintenant partie intégrante de qui il était, son enfant intérieur qui avait besoin de tendresse, son adolescent qui avait besoin d'être compris, son jeune adulte qui avait besoin de pardon. Tous et lui-même coexistaient maintenant dans sa conscience, formant un tout complexe et vivant. Les mois suivants transformèrent la vie de Martin. Il s'installa définitivement dans la maison familiale. Il trouva du travail en freelance qui lui permettait de vivre confortablement, tout en ayant du temps pour autre chose. Il restaura le jardin lentement, avec amour. Il renoua contact avec les anciens voisins, ceux qui se souvenaient encore de sa famille. Il commença à participer à la vie du village, découvrant une communauté qu'il n'avait jamais vraiment connue dans sa jeunesse, trop épressé qu'il était de partir. Et chaque soir, il venait écouter le puits, silencieux. Une tasse de café à la main, et écoutait. Non plus le puits, mais lui-même. Les voix intérieures qu'il avait apprises à reconnaître et à honorer. Il comprenait maintenant que ce qu'il avait cru enfoui au plus profond, espérant que cela disparaisse avec le temps, n'avait jamais vraiment disparu. Cela avait simplement attendu patiemment que nous soyons prêts à tendre l'oreille, à écouter, à accueillir de nouveau ces parties de nous-mêmes que nous avions abandonnées. Nos souvenirs, nos émotions passées, nos versions antérieures ne meurent jamais, ils persistent quelque part, entre l'oubli et la mémoire, attendant le moment où nous aurons le courage de les reconnaître et de les intégrer à qui nous sommes devenus. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait penser à ces voix du passé que tu as peut-être enfouies en espérant qu'elles se taisent, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Ton soutien m'encourage à continuer ces explorations des vérités que nous portons en silence.
Partage cette histoire avec ceux qui ont besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour écouter, pour accueillir, pour se réconcilier avec les voix du passé qui cherchent simplement à être reconnues. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, que tes nuits soient paisibles et que tu trouves le courage d'écouter les échos qui résonnent en toi. Bonne nuit et fais de bons rêves.